Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 97e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé La Larme Divine a été diffusé le 1er octobre 2022 et marque la contre-attaque de Dai et Pop ainsi que la disparition de notre chère mascotte adorée. Il adapte du début du chapitre 335 jusqu'aux 7 premières pages du 338, continuant ainsi l'adaptation du superbe volume 36 de l'œuvre originale. Cet épisode est réalisé par Yuta Tanaka, à qui l'on doit les épisodes 19 et 32, deux des meilleurs de la série. Ici, il ne dispose pas d'une manœuvre aussi solide et il y a quelques passages d'animation assez pauvres au tout début. Néanmoins, son talent de metteur en scène hors pair lui permet de rythmer magnifiquement cet épisode qui est l'un des plus forts émotionnellement parlant. La direction de l'animation est répartie entre Nanae Yonemoto, Naoki Murakami et Seiji Masuda. Le résultat est assez propre même si l'on aurait aimé des corrections un peu plus appuyées sur le tout début d'épisode. Quant à la supervision, elle est assurée par Katsumi Tamegai. Allez, il est temps d'analyser cet épisode sous le signe de l'émotion. L'épisode débute tandis que Dai et Pop se ruent sur l'empereur qui n'en croit pas ses yeux. Malgré sa fougue, le magicien se fait violemment repousser. Dans le manga, le coup de poing semblait très violent et était illustré par un effet de choc. Alors qu'il restait à genoux, dans cette adaptation, il revient à la charge. C'est un ajout vraiment intéressant qui marque sa détermination, mais il est dommage que l'animation de la course soit un peu molle. Vu qu'il n'était pas censé revenir, l'empereur le renvoie une seconde fois avec un coup de pied. Respecte le script de Riko Shanjo! Dai en profite pour enfoncer plus profondément son épée dans le cœur de Vern, qui en crache du sang. Dans la case originale, vous savez ce que je vais dire? Il en perdait ses pupilles! Un zoom splendide sur son visage nous régale, tandis qu'il ne s'explique pas pourquoi ces deux adversaires continuent de se battre. Leur situation est totalement désespérée et ils sont à bout de force. Alors quel est leur intérêt à poursuivre cet affrontement? Dans l'œuvre originale, la mise en scène était assez marquante. Nous pouvions y voir le corps de Vern complètement ombré et seuls ses yeux étaient visibles. Cette direction mettait bien en exergue son incompréhension. La page suivante affichait alors son regard en pleine perdition, un effet de spirale en arrière-plan marquait davantage ses émotions. Le bougre en perdait une nouvelle fois ses pupilles. La mise en scène de l'adaptation n'est pas en reste et nous propose un superbe zoom sur ses yeux qui illustre à quel point il est perdu. L'humanité serait-elle animée d'émotions qu'il serait incapable de concevoir? Vern balance Dai contre son ami. Nous regrettons tout de même que malgré de bonnes idées de mise en scène, la main d'œuvre ne suit pas vraiment au niveau de l'animation. Cela manque cruellement d'intensité, surtout comparé au matériel d'origine. Pop explique alors à l'empereur que s'ils arrivent à le tuer, sa barrière magique s'effondrera et ils pourront aller geler les derniers piliers. Dans le manga, Vern semblait décontenancé par autant de détermination, mais ici, ses émotions sont encore plus marquées. Un magnifique plan nous le présente avec ses yeux tremblants et ses dents serrées. Ensuite, il en perdait ses Ah, non, pas ici. Il veut en finir et invoque un énorme Kaiser Phoenix. Le manga nous présentait un plan large de l'oiseau de feu se ruant sur les deux survivants. Contre toute attente, Pop plonge ses mains dans le bec de l'oiseau de feu et Vern hallucine tout autant que nous. L'adaptation nous présente plusieurs mouvements inédits qui permettent à l'archimage de décomposer la magie. Le résultat est très esthétique, mais cette invention pourrait faire débat chez les fans du manga. En effet, dans ce dernier, la chorégraphie était beaucoup plus classique. Pop enveloppait ses mains de magie et plongeait ses doigts dans le sort pour le dissiper. Quoi qu'il en soit, le regard de Vern face à cet échec est incroyable. Comme c'est plus fort que lui, le jeune homme prend la situation à la plaisanterie. Est-ce que c'est un véritable génie en fin de compte? Il se paye même le luxe d'envoyer un petit clin d'œil. Les yeux de Vern vibrent. Serait-il en train de douter pour la première fois de sa vie? Ou alors serait-ce une pointe de seum que nous pouvons distinguer? Dai n'a jamais douté de son ami, il le sait depuis le début que c'est un génie. Il fonce sur l'empereur tandis que ce dernier essaye de retirer l'épée enfoncée dans son corps. L'adaptation l'a fait briller de mille feux, ce qui n'était pas le cas dans le manga. C'est une bonne idée pour marquer sa volonté, car rappelons-le, cette arme est vivante. Elle aussi se bat de toutes ses forces pour rester coincée le plus longtemps possible dans le torse de Vern. Dai balance une grosse patate de forain et le dieu du mal contre-attaque vigoureusement. Des échanges de coups inédits nous sont proposés pour notre plus grand plaisir. A l'origine, le manga nous présentait une case avec plusieurs effets de choc. Alors qu'une musique héroïque nous emporte, le jeune garçon explique qu'il faut tout faire pour éviter que Vern ne restaure son troisième cœur, car sinon, il serait capable de faire repousser son bras. On aurait pu trouver étrange que l'empereur ne restaure pas son membre comme il avait fait face à Mam dans l'épisode 57. Mais l'explication est pourtant naturelle, c'est tout simplement parce qu'il a été considérablement affaibli par la perforation de son troisième cœur. Il ne peut pas se régénérer dans ces conditions. Ce cru 2020 enrichit le combat d'un magnifique coucher de soleil et d'une très belle parade de notre héros. Vern finit toutefois par perdre patience et met Dai à terre. Cette fois-ci, il est à bout et ne peut même plus supporter l'existence de l'humanité ainsi que leur espoir futile. Il décide d'activer manuellement le pilier sous le Vern Palace.
Sa main s'illumine légèrement, alors que dans le manga, son aura paraissait beaucoup plus importante. Ses iris sont mis au premier plan, tandis que les membres enfermés de la coterie pestent d'être aussi impuissants. Notre pauvre roi des carnassiers en pleure de bonnes grosses larmes de croco. Quant à Léona, elle refuse d'abandonner et une faible lueur est émise de sa poitrine. Alors qu'elle souhaite pouvoir bouger, la lumière s'intensifie. Dans la case de base, nous pouvions voir à quel point le rayonnement autour de la princesse était important, avec un bel effet sur la luminosité. Alors que Vern s'apprête à en finir, il se prend la boule de Léona en pleine face, puis ce sont les autres sphères qui tournent autour de lui. La mise en scène est réussie avec des mouvements de caméra gracieux et une musique entraînante. Cet assaut fait penser à une attaque d'abeilles qui tournent autour de leur victime, ce qui pourrait également rappeler le combat entre Boo et Végéto en bonbon dans Dragon Ball. Vern ne comprend pas ce qu'il se passe et c'est sur ce passage que se terminait le chapitre 335. Le dieu du mal était tellement surpris qu'il en perdait ses pupilles, ça commence à devenir récurrent. La scène suivante nous présente les sphères lui foncer dans le lard, avec le visage des protagonistes incrustés directement dans chacune d'elles. L'idée est intéressante car ça permet de tous les mettre en avant, malheureusement le résultat à l'écran fait un peu cheap. Le manga présentait les attaquants en arrière-plan, en particulier Crocodile et Yunkel, qui étaient d'ailleurs peut-être mis en avant en leur qualité d'anciens légats. Mais il était tout de même dommage de ne pas avoir les réactions des autres protagonistes à ce moment de l'œuvre originale. La réaction de Vern reste toutefois savoureuse, avec un excellent travail sur son regard. Il scrute autour de lui la source de ce miracle, et l'utilisation d'un jeu de couleurs et de zoom sur ses yeux permettent de bien marquer sa concentration. Le manga présentait des plans bien plus larges de son visage et des fonds gris pour illustrer ses pensées. Vern détecte l'iris de Léona et la détruit avec son troisième œil du futur. Ici, la destruction de l'iris est représentée par une grosse explosion, alors que le manga illustrait un nuage de poussière. La princesse retombe sur le sol et est surprise d'être de nouveau libre. D'ailleurs, à la base, elle se faisait cette réflexion intérieurement et non à voix haute. Les sphères retombent, tandis que Vern s'avance inexorablement vers Léona. Cette dernière est pourtant certaine de ne pas être à l'origine de cette intervention, mais en regardant au milieu de sa poitrine, elle semble comprendre. Le manga présentait un zoom sur son œil avec un fond gris, ainsi qu'un plan sur sa poitrine légèrement dévoilé. Évidemment, calmez vos ardeurs, l'angle de vue a été modifié ici. Il s'agit de la larme divine! Les pupilles de Vern sont toujours là et prennent une forme particulière. C'est une bonne idée de mise en scène, là où le manga présentait la larme en arrière-plan derrière son visage apeuré. Il s'en empare alors sans ménager la pauvre Léona. Aïe 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 aïe. C'est pas très 2022 tout ça, monsieur Vern. Évidemment, comme nous pouvions nous y attendre, ce passage a été censuré. À la base, les vêtements de Léona étaient complètement déchirés et laissaient un de ses seins apparent. C'est une scène qui a probablement marqué bien des lecteurs. Pas seulement pour le côté visuel, mais surtout parce que l'empereur n'avait aucune honte à piétiner la pudeur et la dignité de la princesse. Gome-chan se retrouve dans la pomme du gros méchant. La créature paraît encore plus petite dans cette adaptation que dans l'œuvre originale. De plus, à la base elle émettait une légère lumière, ce qui a été supprimé ici. Dai conjure Vern de relâcher son ami. Ici son faciès est assez neutre alors que dans la planche d'origine son visage était encore déformé par la douleur. Pop ne comprend pas pourquoi l'empereur veut passer ses nerfs sur un simple slime. Ce dernier révèle alors que Gome-chan n'est pas un être vivant mais un artefact qui porte le nom de l'arme divine. En japonais, le terme item est de nouveau utilisé comme pour le miroir de Shaal. Cependant, les localisations ont opté pour un mot différent. Dans cet épisode, c'est traduit par artefact, alors que l'édition Tonkam utilisait le terme création. A la base, en japonais, nous pouvions lire les kanji dogu, qui signifie outil. Mais la notation Ruby, notée en katakana, signifiait qu'on devait prononcer ce terme par le mot anglais item. Et dans tout ça, ce qui est assez amusant, c'est que l'édition J'ai lu utilise correctement ce terme. Pendant ces explications, Vern jongle avec le slime avec une certaine nonchalance, pour renforcer cette notion d'objet. Avec la larme divine, son utilisateur peut réaliser ses vœux grâce à la volonté des dieux. Mais Dai ne comprend pas, Gome-chan a toujours été son ami, ça ne peut pas être un vulgaire objet. L'adaptation présente quelques flashbacks de leur amitié, là où le manga était plus classique et ne disposait d'aucune mise en scène particulière. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi cet artefact ait pris cette forme, Vern réalise pourquoi son armée a été décimée. Elle ne pouvait rien faire face à un chevalier dragon qui possède une larme divine. Mais il se trompe, et la princesse lui explique que la coterie ne s'est jamais reposée sur les pouvoirs de Gome-chan. Tous les vœux étaient très simples, et jamais en connaissance de cause. L'adaptation présente quelques flashbacks pour les illustrer, mais ils ne sont pas tous représentés. La liste est assez courte. Mam et Pop ont souhaité que Dai retrouve son énergie contre Crocodile, Pop a souhaité aider Dai contre Baran, et Chu a souhaité que son corps devienne aussi dur que celui de Fenbren. On pourrait également rajouter que Léona a sûrement souhaité survivre lorsqu'elle avait été capturée par les tentacules, mais ce n'est pas indiqué explicitement. Gome-chan est peut-être un objet légendaire, mais avant tout c'est leur ami et la princesse conjure Vern de lui laisser la vie sauve. La case originale était un vrai crève-cœur dans lequel on pouvait sentir toute la détresse de Léona et son amour pour la mascotte de l'aventure. Ici, la seiyuu Saori Hayami fait un travail remarquable pour transposer les émotions de la princesse. Mais maintenant que la coterie connaît sa véritable nature, l'empereur ne peut plus leur laisser l'opportunité de l'utiliser et décide de le détruire.
Son visage plein de haine est renforcé par des effets de vitesse sur les bords de l'écran. Son expression est encore plus marquée que dans le manga pour un résultat très réussi. C'est alors que Vern détruit Gomechan à main nue. La mascotte explose en un nombre incalculable de morceaux. Un ralenti nous présente la réaction de chaque protagoniste et reprend avec efficacité ce passage du manga. A l'origine, une page entière nous présentait la destruction de la pauvre créature, et la suivante concluait le chapitre 336, avec le visage de chacun des héros. L'empereur jubile en affichant un sourire sadique. Sa réaction paraissait plus neutre et calme dans le manga. C'est donc assez intéressant de le rendre encore plus maléfique. Dai se précipite en larmes et complètement impuissant. Les traits de son visage sont d'ailleurs assez enfantins, ce qui est une bonne idée pour rappeler qu'il n'est encore qu'un petit garçon. Alors qu'il touche les gouttes de Gomechan, il se retrouve au-dessus de Dermline. Le manga présentait un effet graphique d'inversion de couleur pour illustrer le changement de temporalité. Et contrairement à cette adaptation, il ne semblait pas voler mais était debout sur un nuage. Nous allons pouvoir vivre l'un des passages les plus touchants du manga qui se déroule dans le cœur et l'esprit de Dai. Les couleurs sont splendides et rarement l'île de Dermline aura été aussi belle. Contre toute attente, Gomechan se matérialise dans le creux de la main de Dai et s'adresse à lui. Et souvenez-vous, Pop avait vécu une expérience similaire lorsqu'il était aux portes de la mort. Dans le manga, nous pouvions voir à quel point la créature avait rétréci, mais ici elle semble encore plus petite. Alors que Dai discute avec lui, il descend petit à petit pour se retrouver en haut d'une colline. Dans l'œuvre originale, il semblait davantage se trouver sur une plage de l'île, mais les plans étaient trop serrés pour savoir réellement où ils étaient. Gomechan avoue qu'il est bien la larme divine, mais comment est-ce possible? Dai nous l'a toujours connu comme étant son ami. Des souvenirs traversent son esprit et se superposent au premier plan. Notre petite mascotte explique qu'il y a bien longtemps, alors que les dieux pleuraient devant le triste sort des malheureux sur Terre, une de leurs lames tomba. Le manga présentait la chute de la larme dans un déluge de lumière, y compris à l'arrière-plan. Ici, le décor est désertique et sombre, ce qui est une bonne idée pour illustrer la lueur d'espoir que la larme représente. Gomechan s'excuse, mais sa nature n'a pas d'importance pour Dai. La larme divine est un objet singulier qui dispose d'une âme pour juger de la bonté des vœux qui lui sont demandés. Face à la nature complexe des hommes, elle se réincarna sur l'île de Dermline pour se retrouver sur l'endroit le plus pur au monde. L'épisode présente un travelling qui nous emplit de nostalgie. L'insouciance de cette île peuplée de monstres pacifiques est bien loin maintenant. On nous présente alors des souvenirs de Varon ainsi que l'équipe des faux héros. D'ailleurs, pendant ce passage, le manga nous présentait que ces derniers. C'est une bonne occasion pour expliquer la légende du Golden Metal Slime. En réalité, ce n'est qu'une déformation de la légende de la larme divine. Alors que nous revoyons la hutte de Papy Brass, Gomechan demande à Dai de plonger dans sa mémoire. Des moments de vie du petit héros en pleine enfance nous sont alors offerts, et rarement son jardin secret aura été montré de cette façon. C'est assez subtil, mais plus il plonge dans le passé, et plus les couleurs deviennent ternes. La page du manga quant à elle était vraiment touchante. Le jeune garçon revoyait cette vie pleine de légèreté et bien loin des bruits du monde. Pour revenir au moment le plus important de leur relation, un plan magnifique nous montre les deux amis courant vers une source de lumière aveuglante. Le petit Dai se retrouve en train de courir après un papillon et la scène est proposée avec un filtre sépia très efficace qui évoque un lointain passé. Un seul élément échappe à ce filtre, la lumière émise par une goutte au fond d'un buisson. Dans le manga, Dai ne semblait pas complètement prendre la goutte dans ses mains, mais elle semblait flotter. En toute innocence, le garçonnet lui demande si elle ne veut pas devenir son amie, et la goutte réalise son vœu. La page originale a dû marquer par son innocence. Les petites joues rougies de Dai renforçaient son côté insouciant. Et oui, c'est bien Dai qui a permis à Gomechan d'avoir cette forme pour devenir plus qu'un simple objet. L'épisode nous propose alors un beau plan où Dai regarde la mascotte avec en arrière-plan le souvenir de leur rencontre. La musique nous emporte tandis qu'un magnifique plan harmonie résume leur amitié sur les plages de Dermline. Cette scène reprend avec justesse et esthétisme la page qui aura touché bien des cœurs et tiré bien des larmes. Le soleil se couche tandis que Gomechan explique les larmes aux yeux qu'il reviendra dans ce monde, mais qu'il ne se souviendra plus de cette aventure. Notre héros ne peut pas retenir ses larmes et l'épisode fait un travail splendide sur la colorimétrie ainsi que la mise en scène générale. Un superbe plan de Dermline permet de sublimer ce passage, là où la page d'origine ne disposait d'aucun décor et se concentrait sur le regard des deux amis. La mélodie finit de nous emporter dans cet adieu déchirant. Gomechan ne regrette rien de cette aventure fantastique, et plusieurs flashbacks nous rappellent cette incroyable épopée. Comme à son habitude, Koji Nada nous présentait ses souvenirs en arrière-plan tandis que Dai regardait son ami. Pour finir, Gomechan demande à Dai s'il n'a pas un dernier vœu. Dans le manga, la petite créature restait dans le creux de la main du héros à ce moment, mais la mise en scène de l'épisode est encore plus réussie. Et bien qu'il soit assez classique, le jeu des teintes sur Gomechan rend la scène magnifique. Dai souhaite que les esprits des habitants de la Terre soient tous unis afin qu'ils sachent ce qu'il se passe et qu'ils puissent agir en conséquence. Gomechan va essayer mais s'excuse s'il n'arrive pas à réaliser ce dernier vœu. C'est alors qu'il disparaît petit à petit dans le ciel. Dai court pour pouvoir l'attraper. Dans l'œuvre d'origine, c'est lorsque la créature réalisait le vœu qu'elle s'envolait. Le jeune héros restait alors impuissant. Les seiyū Hatsumi Tanizaki et Ai Furuhata ont fait un travail formidable pour nous procurer de belles émotions. Dai se retrouve maintenant dans le moment présent.
Dans le manga, Koji Inada avait dessiné des plans très similaires avant et après leurs adieux. C'était une direction intéressante qui renforçait cette impression de bref instant écoulé. Comme l'anime a fait le choix de faire courir Dai, c'est sur l'animation que se joue la transition, ce qui est également une bonne idée qui renforce la fluidité de ce passage. Vern annonce que l'explosion va bientôt avoir lieu. Tout est fini. Dans le manga, on apprenait d'ailleurs qu'il ne restait qu'une minute. Le dieu du mal regardait de haut le héros pour annoncer la fin de tous ses espoirs. Ici, le plan nous présente un Dai tout en noir, comme si ses émotions devenaient insondables. Contre toute attente, une voix résonne dans son esprit et un zoom sur son œil nous présente sa surprise. Pour marquer la télépathie, le manga proposait un plan moins rapproché ainsi qu'une teinte grisâtre. Il s'agit de Déroline et son équipe de faux héros. Ils sont dans le Grand Nord et ils se dirigent vers le pilier. La direction de leur apparition est fidèle et réussit même à surclasser le matériel d'origine, notamment avec les expressions de visage du faux héros qui sont très drôles. C'est sur ce passage que se terminait le chapitre 337, tandis que Dai comprenait que son vœu avait été réalisé. La bande de fraudes ironise sur la situation. Ils auraient mieux fait de garder Gomechan s'ils avaient connu sa nature. Ils foncent à vive allure vers le pilier. D'ailleurs, le manga présentait derrière eux une traînée de neige. Pas une seconde à perdre. De son côté, Apollo utilise le réseau 5G de Gomechan pour annoncer qu'il s'occupe du pilier de l'île de Valge. Quant à Marine, elle escalade le pilier de l'ouest de Papnica. D'ailleurs, un plan plus large que dans le manga permet de voir les arbres autour. Et c'est normal étant donné que le pilier se situe dans la forêt de Belna. La musique nous accompagne dans ce formidable moment d'unité et les protagonistes les plus importants de l'histoire disposent chacun de leur petit plan. Une page entière du manga permettait de voir à quel point tout le monde était soudé. Une réplique de Wario, le roi de Bengarna, a cependant été supprimée dans laquelle il demandait au héros de tenir bon. Toutefois, l'adaptation nous offre un petit passage avec Papy Brass, ce qui n'était pas le cas à la base. Nova et Popster s'aperçoivent de leur côté qu'ils peuvent entendre le cœur de tous les habitants. D'ailleurs, dans le manga, nous voyons ce dernier geler le pilier au même moment que le héros du Nord. Mais au vu de la longue temporalité qui se déroule dans les pages d'origine, il est bien plus logique d'enchaîner cette scène d'une traite. Plusieurs plans sur les protagonistes sont affichés dans le ciel. Dans l'œuvre originale, c'était présenté dans une case vide avec un effet d'éclat. Léona annonce que les voix des habitants du monde entier s'élèvent et qu'ils se dirigent vers les piliers. Ici, on ne peut pas voir la réaction de Vern qui reste de dos, alors que dans la planche originale, nous pouvons l'apercevoir en train d'hurler. Merle confirme à Pop que le miracle s'est accompli. L'empereur leur intime de cesser leur délire, mais une lumière jaune l'entoure progressivement. Chaque goutte de l'alarme divine se transforme en colonne lumineuse. Dai marche doucement et se retourne avec un regard déterminé. Gomechan a exaucé son vœu, celui d'unir le monde et le cœur de tous les habitants. Dans le manga, la mise en scène était un peu plus simpliste et son regard était légèrement ombré. Alors que Dai affirme son souhait, l'épisode nous propose un magnifique plan fidèle à la planche d'origine. On peut noter que dans celle-ci, il y a plus de colonnes de lumière. Certaines d'entre elles traversent même le visage de notre héros pour lui donner un charisme absolument incroyable. Les gouttes de l'alarme s'envolent progressivement et Vern reste pantois devant cette fantastique conclusion. Les nuages prennent alors la forme des ailes de Gomechan, comme si les dieux eux-mêmes lui disaient au revoir. Un plan aussi symbolique qu'esthétique qui termine l'épisode en beauté. La Toei donne vraiment tout pour la fin de la série et cet épisode a tout bonnement été excellent. Yuta Tanaka est l'un des meilleurs réalisateurs que nous avons eu sur la série et il le confirme une nouvelle fois. Quelques éléments inédits du combat ont été ajoutés, avec des échanges de coups plus longs et un pop plus déterminé que jamais. Quelques petites faiblesses sont toutefois à noter en début d'épisode, avec des scènes disposant d'une animation assez pauvre. De plus, ils ont totalement inventé pour la parade du Kaiser Phoenix. C'est un choix audacieux qui pourrait ne pas être du goût de tout le monde. La star de l'épisode est bien évidemment notre petite mascotte qui signe la fin de son aventure. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la larme divine aura réussi à en faire couler bien d'autres sur nos visages. Comme d'habitude, les musiques de Yuki Hayashi ont fait mouche et la mise en scène des souvenirs de Dai ont été d'une justesse incroyable. Il y a beaucoup de petits ajustements dans l'épisode qui apportent des choses intéressantes au récit sans le dénaturer pour autant. La scène d'adieu des deux amis a été extrêmement touchante et le jeu d'acteur des deux seiyuu a été remarquable. C'est les émotions. Oui, c'est les émotions. Et oui, comme le dit Zizou, dans le manga l'émotion était déjà incroyable et l'adaptation en fait vraiment très fort. Difficile de ne pas retenir ses larmes face à un adieu aussi déchirant et authentique. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Cette 97e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous soutenir dans notre grave aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner du courage. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs ainsi que nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine.